Alors, en introduction, par rapport au thème de notre table ronde, corps et identité, se poser la question de qu'est-ce que le corps? Vaste question. Donc, le corps est un objet mystérieux. Il n'est pas qu'une mécanique, non pas seulement un amas de cellules. Le professeur Platel, hier, parlait du cerveau qui n'était pas tout seul comme ça dans l'espace. Il est bien relié à notre corps. Le corps est le lieu de tous nos soupçons, trop ceci, trop cela, pas assez comme ci, pas assez comme ça. Il est le réceptacle de tous nos chaos, de toutes nos émotions et de toutes les expériences transgénérationnelles, le lieu de notre énergie vitale. Et d'un point de vue phénoménologique, le corps est notre véhicule de l'être au monde. Donc, définir précisément ce qu'est le corps, c'est assez périlleux. Et quant à l'identité, qui pourrait répondre à qui suis-je? Qui oserait dire qu'il a fait le tour de cette question? Et notre identité est en perpétuel mouvement. Là aussi, beaucoup trop périlleux à définir. Donc, ce qu'on vous propose avec Emmanuel, c'est de faire l'expérience d'une bulle de respiration, à défaut de définition. Donc, nous avons tous un corps. Tout être connaît une mystérieuse intimité avec une existence unique et plurielle à la fois, qui est précisément la sienne. Donc, une expérience vécue semble plus parlante pour approcher cette question du corps et de l'identité. Donc, pour commencer, je vais vous inviter à vous laisser guider par ma voix. Donc, on va se laisser inspirer par ce thème, corps et identité. Et donc, je vous invite pendant quelques minutes à rejoindre votre caverne du sensible, à faire une expérience de l'exploration corporelle par une écoute profonde, guidée par ma voix. Donc installez-vous confortablement, là où vous êtes, et observez ce qui vous entoure. C'est mieux comme ça? Ouais. Donc, je vous proposais de vous installer confortablement, là où vous êtes, et d'observer ce qui vous entoure, avec toutes vos antennes sensorielles. Prenons le temps de ralentir. Vous pouvez fermer les yeux si vous le souhaitez. Portez attention à votre corps, ici, là, maintenant. Sentez vos sensations physiques, votre posture, la façon dont vous êtes posé, vos points d'appui, les pieds, votre pied droit, votre pied gauche, les cuisses, votre cuisse gauche, votre cuisse droite, votre dos, vos lombaires, vos omoplates. Peut-être ressentez-vous quelques tensions. Observez votre respiration au bord de vos narines. Ne changez rien. Portez juste votre attention à vos inspirations, vos expirations et toutes les sensations qu'entraîne ce mouvement. Votre cage thoracique, votre abdomen et tout le reste de votre corps. Aidez-vous de votre respiration pour apporter une détente globale, une harmonie et pourquoi pas défaire les tensions qui peuvent exister. À chaque expiration, vous vous détendez davantage. Ressentez cette sensation globale de votre corps, de la pointe de vos orteils jusqu'au sommet de votre crâne. Quelle musicalité intérieure entendez-vous?
À quoi rêvez-vous? Votre mental fait peut-être des vagues. Votre mental divague. Accueillez ces mouvements sans jugement. Pour éviter trop de remous, aidez-vous de votre respiration, présente quoi qu'il arrive. Maintenant, portez votre attention sur votre ressenti. Quelles émotions vous accompagnent à cet instant? Comment vous sentez-vous dans cette expérience? Pendant quelques minutes, cette expérience d'une conscience profonde permet de vous relier à vous-même de manière globale, dans cette écoute physique, mentale et émotionnelle. Une façon d'être au contact de qui vous êtes, là, maintenant, de contacter ce lieu qui est le jardin de nos métamorphoses. Quand vous le souhaitez, prenez une grande respiration et ouvrez les yeux. Merci Nathalie. Tout le monde a rouvert les yeux, tout le monde est revenu. Bienvenue dans cet amphi ce matin. Alors ça va être, on va passer là de l'expérience et de la détente à un moment un peu plus théorique là, l'apport que je vous propose ce matin. Je vais démarrer pour une vingtaine de minutes. Je vais me présenter tout d'abord. Donc moi je suis Emmanuelle Carrasco, je suis psychologue clinicienne et musicothérapeute. Et quand on m'a demandé d'intervenir autour de corps et identité, on m'a dit c'est parce que à la fac tu donnes le cours sur la voix dans les interactions précoces. Et je donne toujours un travail à faire aux étudiants. J'ai récupéré les copies hier soir sur en quoi la voix participe. Comment? Voilà. En quoi la voix participe à la construction identitaire, à la construction de notre identité. Donc, les étudiants de troisième année, là, ils vont entendre des choses qu'ils connaissent déjà, mais peut-être autrement, et on vous embarque dans l'aventure, et tous les autres. Et puis après, je passerai la parole à Nathalie, qui nous parlera de son expérience en psychiatrie adulte. Donc, quand on m'a demandé d'intervenir sur la voix, sur la question de corps et identité, moi, j'ai fait le lien avec effectivement un de mes sujets qui me passionne, c'est la voix dans les interactions précoces. Donc, moi, je travaille dans un service d'hospitalisation en pédopsychiatrie avec des enfants et des adolescents qui sont dans des contextes de crise, de souffrance psychique aiguë. Et j'ai une expérience professionnelle antérieure avec les tout petits et une connaissance du développement des premiers liens. Et en fait, c'est extrêmement nécessaire, cette connaissance des tout petits et des interactions précoces pour travailler avec les enfants et aussi avec les adolescents, accompagner les problématiques adolescentes. Voilà, donc ce qu'on va visiter ensemble là pendant 20 minutes, c'est on va parler des interactions précoces, c'est quoi, de quoi on parle, et puis du rythme et de la voix dans les interactions précoces et comment ça s'articule évidemment à la question du corps et de l'identité. Donc c'est ça, l'accord au corps, le sujet de ces journées nous invite nécessairement à revisiter ce qui se joue dans les interactions précoces. La dimension sonore nous accompagne dès le début de la vie. Et on évoque ce matin comment cette spécificité sensorielle, donc le sonore, et particulièrement le rythme et la voix, se déploient chez le petit homme et en quoi ils sont essentiels dans l'articulation psyché-soma et combien ils participent à l'accordage affectif.
Donc, ces interactions ont été étudiées depuis à peu près les années 50 et constituent un champ de connaissances finalement assez récent. Je vais d'abord citer, je vais citer quelques chercheurs là. John Bowlby, qui a conceptualisé l'attachement, la notion d'attachement en 1969, et qui a beaucoup orienté sa méthodologie sur l'observation du bébé et son environnement. On a aussi René Spitz, on peut s'appuyer sur René Spitz et son ouvrage De la naissance à la parole, qui a été le premier psychanalyste à pratiquer l'observation directe du bébé placé en pouponnière, séparé de ses parents, et à mettre en évidence la dépression anaclitique du bébé et le concept d'hospitalisme. Je vais citer aussi Brazelton et Kramer, Lebovici et Stoléru, Montagnier, Stern, qui ont contribué également à ces recherches, ainsi que Myriam Daville et Geneviève Apple, et enfin Esther Bick concernant la recherche clinique. Et à partir de tous ces apports théorico-cliniques, justement, on peut préciser que les interactions précoces ont lieu entre un nourrisson et son entourage proche, ses partenaires. Elles sont dynamiques et réciproques. Alors, je vais beaucoup citer la relation maman-bébé, mais quand je dis maman, c'est les parents et plus globalement pardon, l'environnement proche, les partenaires, les adultes qui s'occupent du bébé. Donc, la relation parent-nourrisson est faite de processus bidirectionnels, ça va du parent à l'enfant et réciproquement. Mazet et Stoléru parle de spirale transactionnelle ou interactionnelle avec plusieurs canaux ou modalités d'interaction comme le regard, la voix, la parole, le contact physique. On parle d'harmonie, la mutualité et la réciprocité des interactions qui constituent les critères de qualité principale, de qualité principaux des interactions et qui dépendent de différents facteurs chez les deux partenaires. Donc, du côté de la mère, on a évidemment sa disponibilité, son état psychologique, ses modalités de puériculture, comment elle prend soin de son enfant. Et tout ça va influencer le déroulement des interactions. Et du côté du bébé, parce que le bébé, il n'est pas du tout passif dans l'interaction, il y a des facteurs qui sont propres à sa personne, qui interviennent également, son état de vigilance, sa capacité d'attention, sa disponibilité, sa réactivité personnelle aux stimuli. Et suite aux travaux de Lebovici, entre autres, les interactions en fait, précoces sont décrites à 3 niveaux. Au niveau comportemental, au niveau affectif et au niveau fantasmatique. Et on va s'arrêter un petit peu sur cette définition pour comprendre ce qui se passe, surtout sur les 2 premières, les interactions comportementales et affectives. Donc, les interactions comportementales, c'est les plus accessibles en fait. Elles sont directement observables pendant les activités du quotidien. C'est les soins, les repas, l'échange, les temps de jeu, l'endormissement. Elles sont parfois appelées interactions réelles. Et elles reflètent la façon dont le comportement de l'enfant et celui de sa mère s'organisent et s'ajustent l'un par rapport à l'autre au fil du temps et sur différents registres, le corporel, avec le visuel et le vocal. Sur le plan corporel, elles correspondent à la façon dont l'enfant est tenu, câliné, porté. Winnicott distingue, vous le savez déjà certainement, le portage physique qu'il appelle le handling et le portage psychique qu'il appelle le holding. Il décrit le handling comme la manière dont le bébé est manipulé. Et à travers ces interactions comportementales, il y a un dialogue tonique qui se crée entre le bébé et son parent. Et justement, c'est en fonction de l'ajustement du tonus musculaire et postural et dans lequel le bébé est acteur. Et c'est Ajoria Guerra qui complétera cette notion en parlant de dialogue tonico-émotionnel. Donc, le tonus permet l'expression et la transmission des états émotionnels des 2 partenaires entre eux. Alors, vous savez que les interactions visuelles, elles commencent dès la naissance, avec par exemple les échanges de regards, les regards mutuels. Mais une des modalités de communication correspond aussi aux interactions vocales. Et ce principal mode de communication entre le nourrisson et sa mère est comme un cordon ombilical acoustique. Les vocalisations, les cris permettent au bébé d'interpeller son parent. On y reviendra après.
et progressivement d'exprimer ses besoins, sa douleur, son inconfort ou son plaisir. Et de son côté, la mère adopte un langage particulier, adapté à son bébé, qu'on appelle le parler-bébé ou mamanet. Et ce type de discours existe dans toutes les langues et se caractérise par une prononciation exagérée et par une tonalité aiguë progressivement ascendante afin de susciter, maintenir l'intérêt du bébé. Essayez d'entendre là, de vous imaginer là, comment on parle à un tout petit. Donc ça, c'est voilà, ce qu'on appelle comment dire, je cherche mon plan, les interactions comportementales. C'était pour redéfinir ça. Concernant les interactions affectives, eh bien, elles s'appuient en fait sur les interactions comportementales. Donc là, c'est vraiment les sentiments qui sont associés aux interactions, au climat émotionnel et affectif des interactions. Et les affects sont vraiment au centre de la communication entre la mère et son bébé, avant l'utilisation ultérieure de médiateurs dans les interactions. Donc la mère va tout d'abord penser les pensées de son bébé. C'est ce que Bion a nommé la fonction alpha. Ensuite, la mère exprime ses propres émotions ainsi que celles qu'elle perçoit chez son nourrisson. Et en nommant les émotions de son enfant, elle lui permet progressivement de faire le lien entre ses ressentis corporels et ses propres émotions. Et c'est Stern qui parle d'accordage affectif ou d'harmonisation affective. On retrouve régulièrement des termes musicaux en psychologie. Et cet accordage est dit transmodal ou intermodal lorsqu'un affect est exprimé selon une modalité, un son produit par la voix par exemple, puis il est traduit et associé à une autre modalité, un geste le plus souvent. Et ce passage d'une modalité à l'autre est effectué par la mère, qui initie ce processus en imitant un comportement de l'enfant. Et elle y adjoint le geste à la parole. On est vraiment dans le corps. Par ailleurs, l'enfant perçoit également les différents états émotionnels de sa mère et apprend peu à peu à les identifier. On peut donner un exemple qui est celui du sourire, dans les interactions affectives. Quand l'enfant, par exemple, sourit à sa mère, il va lui procurer un sentiment de gratification, de plaisir, de détente, la maman. Alors qu'un enfant qui détourne le regard et qui ne sourit pas va rapidement inquiéter son parent. L'enfant est très performant en termes d'expression. Donc là, on était vraiment sur de quoi on parle quand on parle des interactions comportementales d'abord, et puis des interactions affectives, là ce qu'on vient de voir. Et enfin, le troisième niveau d'interaction, ce sont les interactions fantasmatiques, mais on va passer un peu rapidement. Mais peut-être pour resituer, vous dire que c'est la manière dont les fantasmes des partenaires trouvent leur expression dans l'interaction et la manière dont ces fantasmes de chaque partenaire répondent et modifient ceux de l'autre. Ça veut dire que en fait, c'est une espèce d'influence mutuelle de la vie psychique du bébé et de la vie psychique de la mère dans les aspects imaginaires, fantasmatiques, inconscients. Donc, ce type d'interaction, ça fait référence à la théorie psychanalytique. Je ne vais pas m'étendre dessus, mais vous savez quand même tous que tous ces fantasmes inconscients sont liés à l'histoire personnelle du parent qui va projeter sur son bébé qui sera le plus beau, le plus fort, et c'est très important pour l'identité de l'enfant. Donc, à travers l'étude des interactions précoces, on constate dans les définitions que je viens de vous amener, en fait, que le rythme et la voix sont des éléments constitutifs de la structure identitaire, de la structuration identitaire. Rythme et voix sont là dès le début de la vie. La rythmicité des expériences, elle est organisatrice d'une base de sécurité chez le bébé. Elle garantit le développement de la pensée par l'illusion de continuité qu'elle assure. La rythmicité, c'est déjà une caractéristique essentielle des expériences fœtales. Par exemple, l'environnement sonore in utero,
qui est constitué de rythmes réguliers comme le battement cardiaque. L'observation des bébés, tout comme la clinique des processus archaïques, quand je vous disais que je travaille avec les adolescents et que j'ai besoin de m'appuyer sur mes connaissances sur les interactions précoces, on retrouve dans les pathologies à l'adolescence des expressions d'angoisse archaïque. Voilà. L'observation des bébés, tout comme les processus archaïques, montre comment la sécurité perdue est recherchée dans les structures rythmiques de l'expérience de chacun. La rythmicité, c'est aussi une caractéristique essentielle de l'intersubjectivité. La potentialité créatrice des expériences intersubjectives d'accordage, d'ajustement, de communication, de compréhension repose en partie sur leur nature rythmique. Il en est ainsi des soins maternants, les interactions et les échanges ludiques. Et on peut transposer évidemment tout ce que je suis en train de dire, et on le verra après avec Nathalie, sur le fait que ces considérations peuvent se déployer dans le soin, au processus thérapeutique et aux modalités de la rencontre. Donc, concernant le rythme, c'est Daniel Marcelli qui a décrit 2 types de rythmes dans les interactions entre le nourrisson et sa mère, donc les micro-rythmes et les macro-rythmes. Les macro-rythmes, les macro-rythmes correspondent au temps de soins, justement, du maternage du bébé, qui sont basés sur le rythme physiologique, le rythme veille-sommeil, le rythme alimentaire, le bébé qui tète toutes les 2 heures en début de vie, puis qui espace. Et c'est la répétition de ces rythmes qui permet une mémorisation, une anticipation et une prévisibilité. C'est cela qui procure ainsi à l'enfant une sécurité de fond qui lui permettra de construire sa colonne vertébrale psychique et de supporter la discontinuité. Les micro-rythmes, eux, sont des rythmes au sein de l'interaction, qui sont discontinus, aléatoires et inattendus. Ils sont mis en évidence dans les moments ludiques, comme les jeux de coucou caché ou les chatouilles, et permettent le développement de l'attention, entre autres. Au niveau rythmique, je vais passer vite, mais hier, M. Platel nous a parlé de la synchronie, qui est très présente aussi dans les interactions précoces. Et dès 1974, des chercheurs, notamment Condon et Sander, entre autres, ont mis en évidence la synchronie, par exemple, entre les paroles de l'adulte et les mouvements corporels du nourrisson dès les premiers jours de vie. Depuis, il y a eu de nombreuses études qui se sont intéressées à la synchronie au sein des interactions et à sa fonction. Et là, on remarque que la dimension rythmique est une modalité d'accordage importante. On sait aujourd'hui, par exemple, que des nourrissons peuvent ajuster leur rythme de succion sur le rythme de débit verbal de la mère. Donc, le rythme serait une des premières formes d'inscription de la continuité psychique, un noyau primaire d'identité, on pourrait appeler identité rythmique. Là, je vous renvoie, mais je ne vais pas les développer, aux travaux de Ciccone, Dustin, Gols, Geneviève Hague ou Suzanne Maiello. Je termine par la voix. Donc, on a défini ensemble ce qu'étaient les interactions précoces. On a vu que dans ces interactions précoces, on parle déjà du rythme et de la voix. J'ai passé un petit peu de temps pour vous dire en quoi le rythme était important dans le début de la vie. Et puis là, je vais vous dire en quoi la voix elle est importante, mais vous le savez certainement déjà tous, mais tant pis, je vous redéfinis un peu les choses. Mais la voix, vous savez qu'elle est une composante du lien, un élément de l'accordage affectif. Dès la naissance, le bébé lui-même, il signe son passage de la vie intra-utérine à la vie extra-utérine par le déploiement de sa voix. Donc, pour entrer dans le monde des hommes, mais le petit pousse un cri, il donne sa voix. Il passe de l'audition, in utero, c'est une fonction qui est très performante déjà, l'audition. Et donc, il passe de l'audition à la production sonore par le déploiement vocal en venant au monde.
Et donc, ce premier cri correspond à la première respiration du bébé et le rend acteur sur son environnement. La naissance constitue également un grand changement acoustique puisque le passage du milieu aquatique au milieu aérien amène le fœtus aussi d'un environnement sonore continu, puisque in utero, il y a le flux sanguin, il y a le battement cardiaque, il y a plein de sons en continu, à un univers qui dévoile relativement le silence. On sait qu'on n'est jamais dans un silence absolu, mais quand même, grosse différence avec le milieu du fœtus quand il est dans le ventre. Comment articuler donc l'avant acoustique avec ce nouveau monde d'après-naissance? Eh bien, c'est la voix parentale qui va participer et soutenir ce passage, puisque cette voix, elle est connue et reconnue par le bébé. Le bébé entend la voix du parent in utero et il la reconnaît quand il vient au monde. Cette voix parentale, elle est adressée à l'enfant et elle vient le reconnaître et le nommer. On vient donner un prénom à l'enfant. Puis le premier cri du bébé va devenir, grâce à la préoccupation maternelle, parentale, une demande d'amour et de reconnaissance. En fait, le cri à l'état brut, donc ça c'est Lacan qui dit ça, le cri à l'état brut du nouveau-né, il acquiert une intention de communication seulement à partir du moment où il est pris comme un appel, il est reconnu dans la relation à l'autre, il est entendu par l'autre comme un appel. Pour Lacan, en fait, la voix, elle est la première pulsion invocante. La voix parle bien avant qu'elle ne soit investie par la parole. Et c'est bien sûr la mère, les parents, qui vont instaurer cette compréhension mutuelle. Déjà, Freud disait « La voix de décharge, donc le cri, acquiert ainsi une fonction secondaire d'une extrême importance, celle de la compréhension mutuelle. L'impuissance originelle de l'être humain devient ainsi la source première de tous les motifs moraux. » Et la compréhension mutuelle, parent-bébé, elle n'est évidemment pas d'ordre intellectuel. Il s'agit d'une identification de la mère au niveau du vécu corporel du bébé. J'ai presque fini. Et ensuite, quand le bébé, au niveau de sa voix, il va commencer à émettre des vocalises, il va pouvoir le faire que si l'environnement l'y a préparé, à la fois par la qualité, la précocité et le volume adéquat de bain sonore dans lequel il aura été plongé. Et puis au niveau corporel, on sait que les premières émissions vocales sont pour le bébé l'occasion de se donner des sensations agréables, synesthésiques ou kinesthésiques au niveau du diaphragme, des poumons, du larynx, du palais, de la langue, des dents, des lèvres, juste par l'expulsion ou la rétention de la colonne d'air. Alors quand on parle de la première année de vie de l'enfant du stade oral, vous voyez rien que dans l'émission vocale tout ce qui se passe. Je ne parle pas là encore de la succion. Donc toutes les vocalises du tout petit, ce sont vraiment une aire de jeu que l'enfant peut exercer seul ou dans un échange avec l'autre. Et c'est cette communication sonore, le babillage, les vocalises, qui précèdent nécessairement le langage. Ces lallations sont bien des plaisirs de bouche. Winnicott a d'ailleurs qualifié le babillage comme phénomène transitionnel. Les bébés ont une musicalité communicative. Ils écoutent et répondent en experts à la musicalité de la voix de leur mère. Et le bébé entre dans le langage par sa spécificité affective et analogique. Et ces conversations, bébé-parent, sont vraiment des moyens très efficaces de renforcer les liens qui se tissent
Et je redis, c'est ce que Daniel Stern appelle l'accordage affectif. On a tous, je pense, fait l'expérience des cris et des pleurs du bébé qui rendent l'adulte assez vite impuissant si on ne trouve pas comment apaiser un bébé. Le bébé a extrêmement de force pour mobiliser l'attention de l'adulte avec ses cris et ses pleurs. Et c'est quand même une de ses seuls moyens d'expression en début de vie. Ça permet vraiment au bébé d'exprimer un état corporel, des sensations. Et c'est l'adulte qui va interpréter, faire des hypothèses sur ce qui se passe pour le bébé. Juste que vous sachiez qu'au 2e jour de vie, une maman est en capacité de différencier les cris et les pleurs de son bébé et de commencer à y attribuer un sens. L'adulte doit faire face, pour répondre au bébé, à ses propres affects afin de comprendre, interpréter. Et c'est ce système dynamique entre l'adulte et l'enfant qui va s'organiser progressivement si l'adulte remplit sa fonction régulatrice et organisatrice, en étant suffisamment à l'écoute de l'enfant et en produisant des réponses adaptées. La voix permet de garder le contact, permet de structurer la relation. Pour conclure, la construction du lien entre un bébé et son environnement peut être envisagée comme une histoire de rencontre et de séparation, d'harmonie et de dissonance, l'un n'allant pas sans l'autre. Et ces modalités interactionnelles s'étayent sur le corps de chacun des partenaires, avec leur spécificité sensorielle, pour construire et renforcer l'identité de chaque sujet présent dans la relation. Cet accordage du début de la vie passe par le rythme, la voix, le regard, etc. et va pouvoir se faire entendre d'une autre manière en séance de musicothérapie, à la manière d'une symphonie inachevée. Et c'est ce que va nous présenter Nathalie Baconnet à travers sa pratique de musicothérapeute en psychiatrie adulte. Merci. Donc, je vais vous témoigner d'une pratique en addictologie où j'ai été infirmière. Je suis actuellement en disponibilité de cette fonction et je vais vous témoigner des ateliers que j'avais mis en place dans le cadre de mon dernier stage pour la formation du DU de musicothérapie. Donc, le contexte du choix du corps dans ce travail-là. Donc, pendant le confinement de 2020, en fait, j'ai ressenti une douleur qui s'est réveillée par rapport à la privation de liberté de nos mouvements dans notre société et plus spécifiquement en psychiatrie, qui est déjà un lieu difficile sur ces questions-là. Donc, c'est ce ressenti qui a réveillé et confirmé l'envie de mettre la question du corps au cœur de mon travail de mémoire du DU de musicothérapie, que j'ai donc réalisé en 2021. Donc, le corps comme passerelle de nos métamorphoses par la créativité de jeux sonores en groupe. Donc, à cette période, je travaillais dans un centre ambulatoire d'addictologie d'un hôpital public de psychiatrie de secteur en Loire-Atlantique à Blain, Epsilon. Ce service est soucieux de l'expression d'une parole singulière pour chaque personne en soins. L'équipe pluridisciplinaire lui donne une place primordiale, ainsi que l'expression non verbale de chaque personne accueillie. Par rapport au public qui est accueilli, dans notre société, les personnes souffrant de troubles psychiatriques et addictologiques sévères sont majoritairement stigmatisées. Le récit de leur identité est teinté du regard conditionné de la société sur ce qu'elles pensent connaître de leur maladie. Toutes ces stigmatisations leur collent à la peau. On entend parler de dangerosité, de violence, la folie, la honte, la déchéance, le manque de volonté, enfin la liste est longue. Nous avons beau dire que les personnes ne sont pas leur maladie,
Ces stéréotypes leur collent à la peau. Ces personnes sont souvent en grande difficulté pour affirmer leur identité au-delà du statut de malade, au-delà des symptômes qui finissent par les définir. Leur quotidien est souvent marqué par un enfermement, un isolement, une perte d'autonomie, un immense manque de confiance en eux. Cela leur colle tellement à la peau que leur vécu devient visible. La traversée des souffrances de ces personnes met en contribution leur corps. La maltraitance physique qu'elles subissent ou qu'elles s'infligent, qui peut être liée aux abus de substances, qui peuvent entraîner une dépendance physique, la mutilation par exemple, leurs errances, le manque d'hygiène comme carapace, la détérioration de leurs organes vitaux liés aux abus des consommations et de façon indirecte les effets secondaires des traitements sur leur organisme. Un corps-objet. En écoutant les sujets souffrant d'addiction, je comprends que ce comportement addictif répond à une logique de résolution à un problème interne ou externe. Le sujet entre tant bien que mal, tente tant bien que mal de trouver un équilibre. Cette conduite est ou a pu être l'une des moins mauvaises solutions existentielles possibles. Ces habitudes néfastes et inadéquates viennent prendre lieu et place de l'impossibilité d'un travail psychique de symbolisation qui a été décrit par Christine Falquet hier. Ces sujets se sont construits sur des histoires de vie et des relations chaotiques, des vécus traumatiques engendrant de nombreuses carences familiales, sociales, affectives. Un parcours semé de rejets, d'impuissance, d'échecs. En tant que thérapeute, j'analyse ces répétitions comme une valeur de mécanisme de défense psychique marqué par un défaut d'élaboration subjective, engageant le corps et l'environnement. Cette incapacité à penser, à se représenter, se transforme en passage à l'acte pour décharger les angoisses de ce monde interne insécurisé. Mais qui sont réellement ces personnes? Leur discours semble souvent appauvri parce qu'il les fait souffrir. Leurs propos sont souvent plaqués et répétitifs pour certains, certaines. Leur parole peut être adaptée à ce qu'ils ou elles croient que les autres veulent entendre. Elles imaginent que quelque chose est attendu de la part des personnes qui les entourent. Et encore plus quand elles sont dans un protocole de soins sous contrainte. Les soins psychiatriques, selon les lois françaises, peuvent être imposés sous la contrainte d'une mesure de SDRE, soins à la demande d'un représentant de l'État, ou SDT, soins à la demande d'un tiers, un proche par exemple. Donc, quel espace d'aide et de soutien pour leur permettre d'exprimer leur identité profonde? Au-delà des espaces de parole, entretien individuel, groupe de parole, expression verbale médiatisée proposée dans le service, l'espace musicothérapeutique apporte une autre approche pour les rencontrer. La musique aide à sortir d'un trop de signifiants directs du langage verbal. Aller à leur rencontre en explorant leur histoire sonore. Découvrir la place de la musique dans leur histoire familiale, auprès de leurs proches et aussi le lien à la musique et au sonore qu'elles ont actuellement. Porter une attention à leur histoire d'une manière singulière, par leur identité sonore et plus globalement leur identité sensorielle. Porter un intérêt sur leur rapport au monde par le biais du sonore, de la place de la musique dans leur vie, mais aussi de la place de leur rapport à l'art, aux arts. Qu'est-ce qui les anime dans ces domaines de leur vie? La musicothérapie propose un espace de liberté d'expression qui tente d'échapper au contrôle pour permettre l'expression de leur inconscient. Pour appréhender la complexité de chaque singularité des personnes en soins, il me semble important de penser à un dispositif qui offre un appui pluridimensionnel. Le groupe, l'individu, le sonore, le verbal, le non-verbal, le jeu et bien d'autres choses encore. Un espace thérapeutique permettant de passer d'un corps-objet à un corps-sujet.
L'espace de musicothérapie que je propose à cette période se déroule en groupe de 6 à 8 personnes pendant 2 heures sur une session de 6 séances renouvelables, ritualisées de la façon suivante: un temps d'accueil, un temps de détente psychomusicale, réalisé à l'aide d'un tong drum et d'une senzula, des explorations corporelles sonores guidées, des consignes de jeu, d'abord en individuel, puis en duo, puis en groupe, parfois enregistrées et réécoutées, entrecoupées d'une écoute musicale d'un morceau choisi par la qualité de sa musicalité corporelle, des interprètes tels que les Barbatuques, les Humanophones, San Salvador, puis un temps d'écriture de leur perception émotionnelle, aidé d'un tableau type, et pour finir, un temps de verbalisation. La place de l'expression sonore, la place de l'expression corporelle par le sonore en séance de musicothérapie est un vecteur merveilleux de rencontre, un espace au service de la surprise. En leur proposant d'utiliser le corps comme instrument de musique, le corps mis en jeu de façon sonore me semble un moyen d'expression privilégié pour permettre à ces personnes de se révéler, de s'affirmer, de se rencontrer différemment, au-delà de ce qu'elles ont l'habitude de montrer d'elles-mêmes, de pouvoir montrer autre chose que peut-être elles-mêmes ignorent, créer un espace thérapeutique leur permettant de nouvelles façons d'agir et donc de pouvoir laisser advenir la surprise d'une nouvelle façon d'être. Un lieu pour ouvrir leur espace de liberté. Liberté d'être, liberté de choisir, liberté de renoncer, liberté de conscience, d'être libre de ses valeurs, ses croyances. La présence des addictions a créé un tel enfermement de leur quotidien, cette privation de liberté de s'abstenir de consommer une substance ou de répéter un comportement, induit un fonctionnement global dans leur existence. En quoi l'utilisation du corps comme instrument de musique en séance de groupe de musicothérapie pourrait permettre une affirmation nouvelle de leur identité pour les personnes souffrant de comorbidités psychiatriques et addictologiques. L'expérience du sonore créée par l'intermédiaire de jeux corporels montre comment chaque personne va prendre sa place dans une masse sonore. Est-ce que la personne répète un son déjà existant dans le groupe ? Ou alors explore-t-elle son corps pour réaliser une proposition sonore différente de ce qu'elle entend? Et quand bien même par mimétisme, elle reproduirait le geste sonore d'une autre personne du groupe, il est probable que le son réalisé soit singulier, empreint de sa morphologie, son tempérament, son humeur du jour et de façon plus globale, son identité, c'est-à-dire ce qu'elle est profondément. Le cadre thérapeutique posé permet une relation de confiance. En tant que musicothérapeute, en plus d'animer et accompagner la séance, je réalise les jeux sonores corporels comme les autres personnes du groupe. Il en est de même pour mon ou ma cothérapeute. Ce dispositif semble entraîner une ouverture du ou de la patiente et la possibilité qu'il ou elle résonne corporellement. Une expression sonore corporelle spontanée, libre, sans attente définie, semble majoritairement faire tomber les mécanismes de défense psychique pour laisser la place à qui ils sont, qui elles sont. L'être ensemble sonore me paraît facilitateur pour rencontrer l'autre, pour se rencontrer. Il est dans un premier temps très difficile de mettre une parole, des mots sur ce vécu expérientiel. Une observation est palpable sur leur façon d'être qui suit ce type d'expérience. Leur comportement est modifié. Ils laissent souvent paraître un étonnement, une surprise de ce qu'ils réalisent en s'appuyant sur leurs propres ressources et celles du groupe. Cette expérience, quelle qu'elle soit, vient s'inscrire dans leur vécu corporel et induit un changement psychique. Les sons corporels réalisés ne peuvent trouver une signification verbale. Cette expression sonore n'a aucune réalité objective. Par contre, cette façon d'être au monde va révéler un nouveau comportement et donc par-delà modifier leur discours.
Qu'est-ce que le sonore produit par la personne elle-même, sans objet extérieur, vient signifier de son monde intérieur, de son identité, de ses liens aux autres, au monde. Cette manière de jouer avec le sonore va être un support pour permettre à la personne de signifier quelque chose de sa réalité intérieure, de son identité. Sa perception du sonore créé réveille sa sensorialité. Une mise en mouvement physique, émotionnelle, psychique vient le toucher, la toucher dans sa sensibilité profonde. Ces expériences mêlent la mobilisation du corps biologique en nommant par exemple les parties du corps qui peuvent être mises en résonance. Comment pouvons-nous jouer à faire résonner nos pieds, notre torse, nos cuisses, nos mains, notre langue? Ces expériences mêlent aussi le corps dans son rapport au monde et à la perception de son rapport à l'autre, à soi. Créer des sons corporels. Pour créer des sons corporels, les personnes en soins s'appuient sur leur vécu, sur une mémoire corporelle, sur ce qu'elles ont vu, ressenti, entendu, ou sur ce qu'elles voient, ressentent et entendent dans l'instant également. Les personnes en soins sont invitées à habiter l'espace de manière singulière sur le temps d'une consigne de jeu. Elles expriment à un instant T qui elles sont par les jeux sonores corporels. Cet espace musicothérapeutique vient réveiller des souvenirs archaïques et les éclaire sur qui elles sont. Les consignes de jeu amènent un espace de possibles, parfois trop de possibles qui peuvent être angoissants. Ce vide qui peut venir réveiller la détresse des premiers moments de la vie où le nourrisson se sent impuissant pour être au monde et a besoin de l'autre. Ce moment de la vie où nous sommes dépendants à l'adulte dans sa position maternelle. Ce moment où cette vulnérabilité liée à notre arrivée au monde de manière prématurée, ce moment où cette vulnérabilité liée à la présence d'un être proche. Le patient ou la patiente, ne s'estimant pas musicien, musicienne, souvent se jugeant incompétent, incompétente, va sentir à nouveau ce besoin de s'appuyer sur l'autre. En regardant, en écoutant ce qui se passe autour de lui ou d'elle, ce qui se passe en lui et en elle, il ou elle va trouver de l'aide auprès des personnes qui l'entourent. Sa pathologie vient renforcer ce phénomène qu'il a le plus souvent affaibli dans son pouvoir d'agir. Son autonomie face au monde. Le groupe permet cet appui. Quelle est la musique qui se joue entre nous? Chaque personne peut alterner dans sa posture de guidant ou de guidé, de façon spontanée ou définie par mes soins. L'une peut offrir son écoute et une autre personne propose sa présence tel un chef d'orchestre qui offre sa guidance pour faire vivre des expériences au groupe. Se laisser guider dans des endroits où nous ne serions pas allés seuls par soi-même. Le plaisir de s'enrichir de la proposition de l'autre et donc d'écrire une autre histoire, une nouvelle histoire qui échappe sur l'instant, qui se crée dans le moment présent de manière improvisée. Sans l'autre, nous ne sommes pas grand-chose. L'être humain est un être social. Cette altérité permet le développement de soi. La personne en soins s'appuie également sur mon regard bienveillant que je tente de donner. Bienveillant est trop réducteur. Cette exploration sonore corporelle ne serait rien si je ne posais pas un regard émerveillé sur leur façon d'être. Je n'attends aucun résultat, aucune réussite de leur part. J'offre un espace de possible de développer qui ils sont, qui elles sont, au travers leur expression sonore corporelle. Fondamentalement, ce regard qui les invite à être profondément, ce regard qui leur donne un sentiment d'existence et les transforme. Cette posture peut faire penser à celle de l'adulte dans sa place maternante, comme Emmanuel vient d'évoquer, qui observe son nourrisson découvrir le monde et qui porte cette attention si singulière. C'est très touchant quand les personnes s'aperçoivent que ce regard sur elles, que la majorité a eu le sentiment de manquer, peut leur être donné à travers la musicothérapie. En conclusion,
Créer des espaces inventifs comme la musicothérapie pour permettre aux personnes en soins de se raconter, de mettre en œuvre leur manière d'être au monde. Tout ce que nous vivons, nous pouvons le raconter. Au travers de cette expression, nous leur permettons de prendre possession de ce récit et de gagner en liberté de se réinventer. Choisir de prendre le récit qui les fait avancer, qui leur donne envie de se projeter dans l'avenir. Un art de vivre pour œuvrer dans leur existence. Merci de votre écoute. Merci Emmanuel et Nathalie. Il nous reste donc 20 minutes pour pouvoir échanger, pour avoir vos retours, les questions peut-être aussi par écran. Voilà, vous avez certainement été inspirés sur vos expériences pour pouvoir nous faire part de vos remarques et de vos questions. Bonjour. J'ai une question qui s'adresse par rapport à ce que tu disais, Emmanuel, tout à l'heure. J'entends souvent des gens dire « Ah bah, on est gaga avec les bébés, on est très gaga, oh, bah, qu'est-ce que c'est gaga ?» Des trucs comme ça. « Oh là là, je suis trop gaga avec les enfants, avec les bébés. » Est-ce que ça peut être dommageable pour l'évolution d'un bébé, d'un enfant, si on essaye de ne pas lui parler comme ça? Les gens qui essaient de non, bah, faut parler normalement aux enfants, faut arrêter de faire des trucs comme ça. Du coup, ouais, voilà, il y a je sais pas si c'est des vraies pédagogies ou quoi, mais il y a des positionnements comme ça des fois dans la vie. Et qu'est-ce qu'on fait de ça quand on en est témoin ou quand on voit des parents qui s'efforcent de ne pas être trop gaga pour je ne sais quelle raison. Il y a peut-être des gens dans la salle qui ont des choses à dire là-dessus. Bonjour. Je suis en stage en néonate en ce moment. Et de fait, je tombe sur des parents qui sont réticents à utiliser ce parler bébé, ce mamanet qu'on a évoqué. Et bah moi, je leur dis que c'est une forme d'entrée dans le langage et que ça facilite le lien aussi. Ça sous-tend le lien avec leur bébé et ça stimule son attention. Voilà. Après, je ne sais pas si c'est dommageable de ne pas le faire, mais je leur dis aussi que c'est quelque chose de normal en fait, que tout le monde le fait, les soignantes le font, eux le font avec leurs propres enfants, avec les enfants des autres. Et je pensais aussi à l'écrit de Roberte Laporal sur la pouvade, où elle mentionne le fait que dans les deux parents, il va y avoir le parent qui s'occupe de l'enfant, qui va être plus dans un accordage très proche avec l'enfant, et le parent qui est plus à l'extérieur et qui travaille, et c'est ce parent-là qui va apporter des éléments nouveaux dans la constitution de l'enfant. Donc en fait, ça s'équilibre au fur et à mesure. Voilà. Alors, témoignage de... Ah ben, il n'y a pas le prénom. Alors, témoignage et réflexion. Je travaille auprès de femmes enceintes en souffrance dans leur parcours de grossesse. J'utilise la voix, le rythme au sein de la relation pour permettre pour mère et bébé in utero de se ressentir individuellement, ensemble et mutuellement, recherchant le désir. Par le corps, récepteur et acteur, par la mise en mouvement que cela provoque. La musicothérapie vient faire enveloppe et soutenir dans cette période d'urgence et de fragilité. En fait, je voulais rebondir sur ce qui a été dit avant, alors sans, je ne sais pas effectivement si c'est une bonne chose ou pas, je n'irai pas comment,
affirmer une chose ou l'autre. En tout cas, je rebondis puisque je travaille effectivement pour le coup en néonat, en soins intensifs particulièrement. Donc, d'une part, sur les problématiques du fait qu'effectivement, ces bébés sont coupés très tôt, puisque certains sont nés vraiment très, très tôt et donc coupés de la voix, de la mère. Ils sont la plupart du temps en incubateur. Donc, même si maintenant on favorise beaucoup le pot à pot avec les parents, qu'on mobilise, voilà, il y a vraiment une relation, on le voit en tant que musicothérapeute, où on travaille à la fois avec le bébé, mais à la fois justement sur le lien, notamment avec la maman, qui n'est pas évident, et particulièrement par rapport à la voix. Alors, d'une part, effectivement, sur le fait de parler, d'abord, sachant que les soignants, finalement, parlent assez naturellement au bébé, et pas forcément pour, je pense, dire voilà, que c'est pas qu'elles sont gaga, elle leur parle avec douceur et avec, on voit bien qu'elle s'adresse à un bébé, mais finalement, on leur parle beaucoup de plein de choses, on leur explique tout, enfin tout, j'entends, je veux dire, on leur parle, on les rassure, et ils réagissent d'ailleurs sur le plan corporel, même quand ces enfants, ces bébés ne pleurent pas encore, on voit à quel point ils réagissent. Il y a plein de petits signes, en fait, sur le visage, dans leur manière de se recroqueviller à l'inverse. Enfin, bon, voilà, il y a plein de petits signes qui, effectivement, ils communiquent, même quand ils ont, qui pèsent qu'un kilo et quelques, voire ils ont déjà une communication. Et c'est un vrai souci, en fait, parce que on sent vraiment que les parents, c'est très compliqué en néonat. Et cette problématique de la voix, alors nous, en tant que musicothérapeute, c'est aussi un de nos rôles dans ces services, justement, d'essayer de créer encore plus ce lien, parce que beaucoup de mamans n'osent pas chanter. Moi, j'ai eu des mamans qui ont chanté pour leurs autres enfants, quand on en parle, parce qu'on échange beaucoup avec ces mamans, et qui me disent, oui, en fait, j'ai chanté. Et là, je n'ai pas encore chanté. L'enfant est né déjà depuis des fois 2-3 semaines parce qu'il est passé par l'ARIA ou pas. Et elles n'ont pas encore chanté. D'abord parce qu'elles sont dans des chambres voilà, médicalisées, elles ne sont pas toutes seules, même s'il y a des chambres uniques, elles sont quand même dans un service. Et il y a quelque chose où voilà, cet enfant, des fois, elles ont du mal à se dire que, ou même les parents, hein, là je parle des mamans, mais les deux parents ont du mal à s'imaginer des fois que leur enfant va rentrer. Tout simplement, il est tellement petit et encore... voilà, donc au niveau de la voix, en fait, du coup, ils m'en parlent beaucoup, beaucoup. Et par contre, c'est vrai qu'on parle, même les soignants et les parents, quand ils parlent à l'enfant, ils leur parlent finalement normalement. Enfin, il y a une différence de langage, bien sûr, quand c'est les parents, mais du coup, c'est un langage différent. C'est vrai que c'est un sujet assez particulier parce qu'on voit justement tout ce qui est en jeu ici au niveau de la relation, particulièrement quand il y a des parents qui ne peuvent pas être présents, quand il y a des enfants jumeaux, voire triplés, qui sont séparés de maternité, enfin même d'hôpital ou de chambre. Et on voit pas mal de choses en néonat, donc c'est assez intéressant et on sait que beaucoup de choses se jouent par l'avenir, enfin je veux dire sur l'avenir au niveau justement relationnel. Et j'ai des mamans qui s'inquiètent aussi de me dire, mais est-ce que justement cette théorie, l'attachement, est-ce que à cause de moi en plus il est né trop tôt, est-ce que cet attachement va se faire? Et c'est vraiment une problématique pas simple. En musicothérapie, on travaille beaucoup là-dessus. Je ne sais pas, je voyais différents niveaux dans le langage, dans le fait d'être gaga. Donc, ça peut être aussi une différence entre l'idéal de l'enfant ou la séduction qu'on peut avoir, l'enfant qu'on a imaginé et puis l'enfant réel. Donc là, on n'est plus dans la même chose que le langage adapté à l'enfant. Donc, il y a différents niveaux. Être gaga, c'est peut-être... et aussi quand on s'adapte à l'enfant, il peut y avoir un langage qui est adapté et en même temps... parce qu'il est adapté parce qu'on utilise des mots ou des termes ou une séduction qui est possible, mais par contre, c'est pas... et c'est un langage vrai quand même. Voilà.
Donc voilà, donc il y a différents niveaux dans le fait d'être gaga, si c'est dans un langage de séduction par rapport à l'enfant, ou d'être séduit par l'enfant, ou d'être dans un enfant idéalisé, complètement idéalisé, là ça peut être un peu néfaste. Voilà. J'ai une question pour Nathalie Baconnet. Par rapport au travail que vous faites collectif par rapport à la problématique qui superpose psychiatrique et addictologique, est-ce qu'à partir du travail de groupe, il y a aussi un travail individuel sur des questions plus identitaires par rapport à justement comment s'y retravailler? Est-ce que c'est fait dans un second temps sur une reprise individuelle? Et ensuite, comment est travaillée l'articulation des deux problématiques, psychiatriques et addictologiques? Alors, il faut imaginer que tout ça, c'est dans une équipe pluridisciplinaire. Donc, la musicothérapie est juste un atelier dans un accompagnement global avec des professionnels, psychiatres, psychologues, psychomotriciennes, assistantes sociales, équipe infirmière. Donc, tout ça, ça s'articule autour d'une réunion clinique qui a lieu toutes les semaines. Par rapport à la question individuelle, la session en fait est découpée. Il y a un entretien psychomusical. C'est pas le vrai bilan musical que je proposais. Il y a un entretien psychomusical avant de démarrer la pratique en groupe. Et il y a un bilan individuel après 4 séances de groupe. Donc, lors de ce bilan individuel, la personne va pouvoir témoigner de tout ce processus. Et puis, il y a aussi le travail individuel avec leur référent d'équipe. Donc, ça peut être la psychologue, la psychiatre, l'infirmière référent, l'infirmière référente. Et c'était intéressant de voir comment, en fonction des professionnels, le discours est différent et est perçu différemment en fonction de ce que les professionnels connaissent des patients. Dans les personnes que j'accompagnais dans le groupe, il y avait plein de personnes que je ne connaissais pas du tout en individuel, dont je n'étais pas référente en tant qu'infirmière. Et je trouve que la musicothérapie amène à aller chercher l'autre dans son potentiel et qu'en tant qu'infirmière, je travaillais beaucoup sur la problématique. Donc, on rencontre l'autre sur ce qu'il a de blessé, affaibli en elle ou en lui. Et en musicothérapie, j'observais autre chose que ce que mes collègues infirmiers pouvaient retranscrire. Donc, c'est vraiment intéressant de faire, après cette, j'allais dire mayonnaise, ce n'est pas le bon mot, mais en tout cas, quelque chose qui se relie. Et je pense notamment à un monsieur qui était assez angoissé en entretien infirmier individuel. Et la collègue était venue me voir en disant ça ne va pas être possible, ton atelier, ça le mobilise trop, il est vraiment trop en difficulté, ça le met trop, enfin voilà, trop angoissé. Et puis, j'ai dit, on va attendre le bilan individuel. Si cette angoisse, elle est nommée, on verra justement qu'est-ce qu'on fait de ce travail-là. Et ce qui s'est passé, c'est que ce monsieur, en bilan individuel, a dit « ça m'angoisse, ça me mobilise, mais je souhaite continuer parce que j'ai envie de travailler ça et de dépasser ça ». Et ce qu'il n'avait pas pu dire à son infirmière référente, qui inconsciemment devait avoir une posture qui était hyper protectrice. C'était pas malveillant,
Mais il y a quelque chose d'une relation qui s'instaure dans les suivis, qui fait qu'il ne se passe pas la même chose avec les mêmes personnes et l'intérêt du travail pluridisciplinaire. Donc, je ne sais pas si je réponds à toutes les questions parce qu'il y avait pas mal de choses, mais voilà ce que je pourrais dire. C'est sur le fait que ce qui se passe en groupe est indépendant, je dirais, et un peu extérieur à la question par exemple, de la consommation et comment ce qui se passe en groupe peut être, à un moment donné, utilisé dans le travail individuel. Alors, aussi bien, et comme ils sont dans votre structure, ils sont sur deux problématiques, la problématique psychiatrique et la problématique des addictions. Et ce qui m'intéressait par rapport à, c'est comment c'est repris dans le travail d'accompagnement individuel. Je peux préciser, en fait, quand le travail en musicothérapie amène un patient à prendre davantage sa place, à plus s'affirmer, à être plus en lien avec l'autre, ça va se répercuter dans le quotidien. Et c'est le temps nécessaire pour que ça chemine, pour que la personne puisse faire ses propres expériences dans son quotidien, sa vie de tous les jours, qui va faire qu'il va y avoir un retour, mais le retour, il n'est pas forcément direct. C'est pas la séance de musicothérapie et après il y a un effet, c'est le temps nécessaire du cheminement. Non, mais par exemple, est-ce que par rapport dans la problématique addicto, il y a le moment de consommation qui est important. Et est-ce que par rapport à ce qui est vécu, par rapport à des sons, par rapport à des musiques dans l'aspect collectif, a une interférence par rapport à comment la personne retravaille sur sa consommation, sur sa consommation de produits. Parce que je pense que ça, c'est quelque chose d'important. C'est-à-dire que les personnes qui sont devenues addictes, souvent, il y a le contexte environnement qui joue. Et donc, le fait d'avoir consommé avec certaines musiques, ça peut réintroduire des choses. C'est pour ça que je vous posais la question. C'est un peu dans ce sens-là, vous voyez. Est-ce que dans le travail... Bon, du coup, j'ai bossé pas mal en addicto, donc effectivement, je vois de quoi tu parles. Donc, effectivement, il y a certaines musiques où les patients vont avoir l'habitude, par exemple, de se shooter ou de consommer du crack sur certaines musiques. Et en fait, le but aussi de la musicothérapie, ça va être de pouvoir les décaler de ça, de pouvoir les redonner un autre sens à cette musique. Et du coup, forcément, ça va décaler les consos, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, pour moi, en tout cas, dans le contexte dans lequel je travaillais, c'était vraiment ça le but. Parce que c'était encore des consommateurs, on n'était pas du tout dans des contextes d'abstinence, on était dans un XAPA, enfin bref. Et du coup, c'était vraiment le but. Comment est-ce qu'on décale la conso? Comment est-ce qu'on décale ce manque de désir et de pulsion de vie? En fait, pour reconnecter à quelque chose, reconnecter à la vie, à la société, à qui on est. Et sortir ces chansons, par exemple, ça me fait penser à une musique de Janis Joplin, donc une personne qui était avec uniquement cette musique chaque fois qu'elle consommait du crack. Au début, elle ne pouvait pas l'écouter du tout dans un autre contexte. Et c'était petit à petit, comment est-ce qu'on remet cette musique dans sa vie, en fait? Et effectivement, c'est un lien hyper fort, hyper fort, surtout en addiction. Et là, il y a très peu d'écoute musicale. C'est le patient qui crée sa propre musique et qui remet en mouvement son corps pour se réaffirmer dans ce qu'il est. Et l'accompagnement des personnes, c'était plutôt un groupe avec des personnes qui avaient arrêté de consommer. Donc, c'était pour consolider leur abstinence. J'aime pas trop ce terme, mais c'est comme ça que ça s'appelle. Et se dégager du symptôme, en fait. Les séances de musicothérapie, la problématique psychiatrique et addictive, c'est vraiment se décaler et d'aller chercher le sujet sur qui il est, quelles sont ses capacités, comment il va pouvoir se redonner une identité et pas cette identité de malade. Et les symptômes, quelque part, moi, en séance de musicothérapie, c'est pas là que c'était travaillé. C'est vraiment de renouer avec une personne. Ouais.
Merci. Je rembobine, je reviens un petit peu en arrière sur le sujet que tu lançais, Julia. Ça m'a interpellé ce que tu disais par rapport à ce signifiant, être gaga. Qu'est-ce que c'est être gaga? On était un peu là-dessus. Et moi, ça m'a fait écho finalement à une question qu'on peut se poser, je trouve, à plusieurs différents âges de la vie, plusieurs accompagnements, que ce soit dans la vie personnelle ou en tant que professionnel. Je vois dans la clinique adolescente, parfois, on est un peu embêté de savoir, je, dans mon timbre de voix, comment je m'adresse à lui ou à elle. Euh, ou même parfois ces adolescents ou adolescentes qui, à un moment donné, ont une voix de petite fille, mais dans leur façon d'être, il y a quelque chose qui sont plus matures. Et vice-versa aussi en tant que soignant, qu'est-ce qui se passe qu'à un moment donné, je ressens le besoin de m'adresser à cette personne de telle manière. Et autre exemple, je pense à l'accompagnement des personnes âgées. Parfois, on est sur des questions à se dire oh, la façon dont cette personne ou ce professionnel s'adresse à, à ce résident ou à ce patient, c'est un peu infantilisant. Et pour faire le lien avec vos présentations, est-ce que c'est finalement, est-ce que c'est la manière de parler ou c'est plutôt justement la question de comment je m'accorde ou je me synchronise, à quelle demande je réponds? Effectivement, je crois que quelqu'un qui est en, je sais pas, j'invente, mais qui est en pleine colère et finalement sa demande manifeste ou inconsciente, je sais pas, c'est d'être reconnu dans sa colère et que, mais non, ça va aller, t'inquiète pas, ou je sais pas, parfois il y a quelque chose qui colle pas quoi, à ce moment-là, quoi. Et ça me fait penser à une adolescente de 17 ans que j'accompagne en libéral. Il y a du lien, mais que je un peu aussi pour faire le lien avec la question de la création de soi aussi. Au début, je me suis dit sur ce sujet que ça fait 2 ans que je l'accompagne. Euh, Beaucoup de libres associations d'idées. Ça parle, ça parle. Et puis, ça parle beaucoup. Ouais, c'est ça que tu es en train de me dire. Bref. Et bon, je vais arrêter là. Je vais vous laisser. Suspense. Si vous êtes curieux. Ouais, je respecte le temps. Oui, je voulais juste, mais un peu dans le sens de ton intervention, Mathieu, pour répondre à ta question, Julia, parce que j'ai invité la salle à répondre, parce que je pense que cette question suscitait plein de réactions variées. C'est vraiment une histoire d'accordage, effectivement, mais quand on s'adresse à un enfant, on a une façon d'être qui est particulière. Et si on s'adresse à un enfant ou à son enfant comme à un adulte ou comme aux adultes, ça me pose quand même question parce que quand on s'adresse à un enfant, il y a d'abord le choix des mots, la voix, la distance physique. On ne parle pas à un bébé à l'autre bout de la pièce. On s'approche. Enfin bon, il y a la question du regard, du visage, de la question de la proximité physique. Donc, en fonction de l'âge de l'enfant, on n'a pas la même distance, on n'a pas les mêmes mots selon les situations quand on a besoin de poser un cadre. On ne s'adresse pas pareil qu'à un adulte et quand c'est notre enfant, quand c'est son enfant, il y a aussi toute la dimension affective. Donc, on ne peut pas s'adresser à un enfant ou à un autre enfant comme aux adultes en général. C'est-à-dire qu'il faut être accordé avec les émotions et avec ce qu'on traduit, ce que j'ai décrit tout à l'heure, comment le parent vient traduire ce qui se passe dans le corps de l'enfant, on continue à le faire quand même assez longtemps. Hein. Donc, ça ne peut pas être complètement indifférencié et qu'on considère ou qu'on parle à un enfant comme on parle aux adultes, parce que c'est un enfant ou c'est notre enfant ou c'est un patient, c'est ce patient. Donc, c'est pris dans une relation. Et puis, il faut se méfier d'un peu de tous les dogmes. On doit faire comme ci, on doit faire comme ça. Je ne dis pas je dis pas, il n'y a pas une façon de parler aux enfants, mais on est pris dans une relation et donc on doit s'accorder à être juste à la bonne place dans cette relation. Donc, il n'y a pas une réponse vraiment de comment il faut faire, mais il y a une place à tenir, quoi. Et c'est la même chose avec les patients.
C'était le mot de la fin. Merci Emmanuel et Nathalie.